Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Évaluation des traitements endogènes contre le Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recevait ce mardi en audience Monseigneur Samuel Kleda. L'archevêque herboriste de Douala parle de son offre en tête de ce 20h30. Évaluation des préparatifs pour la rentrée spéciale du 1er juin. Le dispositif anti-Covid-19 se déploie à travers les établissements scolaires. Nous ferons le point avec les ministres concernés dans ce journal. Et puis, évaluation de 30 années de marche au Cameroun. Ce 26 mai, le SDF célèbre son anniversaire sur fond d'introspection. Dans le 20h30, le bilan et les perspectives vues par les militants à la base à Bamenda et à Bafoussam. Voilà pour les titres. À la une de l'actualité, la prise en charge endogène du coronavirus qui s'officialise sur très hautes instructions du président de la République. Le tapis rouge était déroulé ce mardi à l'immeuble Étoile à un pionnier de la recherche locale contre le Covid-19. Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, a échangé avec le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, sur la table l'efficacité de son traitement à base de plantes médicinales qui permettraient de guérir les symptômes de la maladie à coronavirus. Des huiles essentielles passées au scanner du gouvernement, c'est un reportage de Laurentine Bokono. De son palan du haut de Sa Majesté, Monseigneur Samuel Kleda a ouvert l'audiencier du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté ce mardi à la faveur de la reprise de l'activité. L'objet de l'audience avec le chef du gouvernement était de taille. Lui exprimer les encouragements du chef de l'État pour les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. L'illustre prélat qui travaille dans ce sens se dit singulièrement honoré par toutes ces attentions. Le Premier ministre m'a invité à venir le rencontrer pour lui présenter ce que je fais du traitement que j'ai mis sur pied contre le coronavirus. Je salue, n'est-ce pas, cette attention, d'abord parce que c'est au nom du chef de l'État, mais il me l'a dit qu'il m'a reçu sur la demande du chef de l'État, qui est très attentif à ces problèmes. Depuis la mise au point de ce qu'il appelle encore huiles essentielles, Monseigneur Kleda, registre à l'appui, déclare avoir déjà guéri 1500 malades. Depuis que nous avons commencé, presque 3 mois, nous avons appliqué les produits à presque 1500 personnes. Des personnes qui présentaient des symptômes de coronavirus. Et après le traitement, les symptômes ont disparu. Donc je dirais qu'en médecine traditionnelle, les personnes sont guéries. Les personnes déclarées guéries du Covid-19 lui en sont reconnaissantes et garantissent pour l'essentiel l'efficacité du protocole de soins proposés. Celles qui ont suivi normalement ce traitement, nous n'avons connu aucun décès. Monseigneur Kleda fait savoir qu'avec plus de moyens, il peut faire davantage. Vers le mois de mars, on avait seulement quelques cas. Mais aujourd'hui, nous parlons de 5000. S'il faut prendre en charge toutes ces personnes, il faudrait aussi, n'est-ce pas, mettre les moyens conséquents en place. Engagé depuis de longues années dans la naturopathie, Monseigneur Kleda serait-il le roi Salomon dont la sagesse permettra de venir à bout du Covid-19 au Cameroun? En tout cas, l'officialisation souhaitée des propositions de traitement de Monseigneur Samuel Kleda arrive à point nommé. À ce moment-ci où les chiffres de la contamination connaissent une flambée inquiétante, les spécialistes sont cependant divisés sur les solutions pour inverser cette tendance à la hausse. Entre confinement, mobilisation générale et sensibilisation accrue, que faut-il donc faire? C'est la question vitale qui fait débat au Cameroun en ce début de semaine. Des avis dans ce reportage de Oswald Modon. Le triste comptage a refait surface après une période d'hibernation voulue, avec cependant une accélération qui ces derniers jours trahit un relâchement des populations.
plus de cela, l'attroupement dans les lieux publics tels que les bistrots, les cafés et même dans les transports publics. Tout ça favorise justement l'augmentation des cas observés ces derniers jours. Pourtant, le virus, toujours aussi dangereux, continue de rôder. De quoi faire craindre le pire, maintenant que la maladie est entrée dans la communauté. Les mesures barrières qui devraient être appliquées ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce que la population a interprété différemment les recommandations pour l'assouplissement des mesures prises précédemment par l'État. Et à cause de cette mauvaise interprétation, alors le port du masque dans la communauté a drastiquement chuté. Tout le brassage de population que cela entraîne et donc une forte dissémination du germe au sein de la population. Les nouvelles personnes contaminées iront également contaminer leur communauté. Avec des populations qui semblent vaquer sereinement à leurs occupations, le respect des gestes barrières est plus que jamais un impératif. Lorsque les gens ont mis dans la tête que le gouvernement, pour avoir levé ces mesures, on va vers la fin de la pandémie, les habitudes ont repris. Vous retrouvez un engouement dans les bars, vous retrouvez dans les commerces, les marchés, les grandes surfaces, il y a un engouement sans que les gens prêtent attention à cela. D'autres voient plus loin encore et pensent à une sensibilisation plus globale et ciblée. Il faut revenir à la communication de base. Il faut réfléchir sur une nouvelle forme de communication de masse qui va consister à utiliser les supports. Nous avons des affiches, à utiliser les spots, ce n'est pas suffisant, associer les médias privés, associer les collectivités locales, il faudrait associer les cabinets privés de communication. Mais en l'état, la répression aussi est évoquée. Il faut bien ce qu'il faut pour inverser la courbe. Les Camerounais sont essentiellement dubitatifs, ils sont indisciplinés. Et je pense que s'il faut recourir à cette méthode, même des éducateurs comme moi qui pensent que le fouet n'est pas toujours la meilleure méthode, s'il faille recourir à ça, je pense que c'est important. Seulement, toutes les stratégies pourront bien être pensées par les experts, mais elles resteront vaines tant que chacun ne fera pas de la lutte contre le Covid-19 une priorité. À résumer ces propos d'experts et d'observateurs, si rien n'est fait pour infléchir rapidement la montée de la contamination, chiffrée ce soir au-delà de 5000 cas positifs, si rien n'est fait donc, les structures de prise en charge seront certainement bientôt débordées et même les centres spécialisés récemment créés pourraient bien s'avérer insuffisants. Au cœur des procédures d'opérationnalisation de 2 centres spécialisés à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Lucie Colette. En ce moment, le Cameroun entre dans une phase complexe de la pandémie avec une accélération de la transmission du virus et donc une multiplication des nouveaux cas testés positifs. Plus de 3000 nouveaux cas confirmés de coronavirus entre le 1er et le 25 mai seulement, ça craint. Et bientôt, les centres spécialisés de prise en charge des patients Covid-19 seront débordés. Ici, sur le site de l'ex-Orca, les travaux s'accélèrent, restent seulement quelques derniers réglages. Si à l'ex-Orca, il y a encore quelques travaux, au stade militaire, par contre, tout est prêt. Ici, on a de la clim, déjà, c'est là opérationnel. Il faut juste brancher, démarrer les machines. On a des lits qui sont déjà équipés, on a des chaises qui sont habillées et tout. Les aspirateurs sont également opérationnels. L'équipe médicale, de ce côté, c'est au niveau du ministère de la Santé. Ici, au niveau du stade, nous avons fini tous les travaux. Donc, c'est le ministère de la Santé qui va nous donner le feu vert, qui va nous dire quand est-ce que l'équipe médicale va arriver et quand est-ce que le premier malade va arriver. De notre côté, le travail est fini. Pour les spécialistes, le pic interviendrait en mi-juin. Et pour éviter le pire, respectons les mesures barrières. Les communautés également s'organisent à la base à travers les régions. Allons donc dans l'extrême nord, ici au camp des réfugiés de Minawao. Le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés sont à pied d'œuvre pour la protection des réfugiés contre la propagation du Covid-19. Voici les constats du secrétaire d'État à la santé publique en visite de travail dans cette région de l'extrême nord. C'est dans ce reportage de Abdoulaziz Amadou. Minawao se confine. Bâti sur une superficie de 623 hectares, ce camp abrite actuellement 67 000 réfugiés nigérians.
Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus dans la région de l'extrême nord en avril dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a pris des dispositions pour éviter que ce camp ne devienne le refuge du Covid-19. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement. Lorsque les patients seront déclarés positifs, ils seront transférés de notre centre ici vers l'hôpital de Mokolo. À toutes ces étapes, la délégation conduite par le secrétaire d'État à la santé publique est impressionnée par la qualité du dispositif. Le système de surveillance est bel et bien mis en place et il est efficace parce qu'il y a un système de captage tant dans la communauté au sein même des abris des réfugiés qu'à l'accueil, il n'y a aucun cas positif jusque-là. Après Minawaou, le secrétaire d'État à la santé publique en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies s'est rendu à l'hôpital régional de Maroua pour tester le dispositif de prise en charge des patients du Covid-19. Nous sommes satisfaits de l'organisation qui est jusqu'à présent mise en place. La région jusqu'à présent n'a pas beaucoup de cas, il y a seulement 50 et seulement 2 départements sont touchés, le département de Diamaré et de Logon-et-Chari. Sur les 50 cas testés positifs dans la région de l'extrême nord, l'on a enregistré 26 cas de guérison, 21 cas actifs et 3 décès. La maladie avance et l'impact de la pandémie sur l'économie et sur les ménages se fait à certains endroits de plus en plus prégnant. Et le président de la mutuelle interafricaine des consommateurs à Douala donnait un point de presse ce mardi. En fait, un plaidoyer pour l'accompagnement des entreprises et des particuliers en difficulté du fait de la pandémie. Synthèse de ses propos à Douala, Rufin Kacham. Elle est toute trouvée, la piste à emprunter par le Cameroun pour relancer son économie touchée de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus. Le cadre Amia Pienoumkam, en faisant l'apologie de cette ordonnance, fait le plaidoyer d'un système bancaire adossé sur ce registre. Ça voudrait dire sur même table de travail, on doit retrouver en première position l'épargnant, qui doit s'assurer que l'épargne qu'il confie en dépôt aux banques a été utilisé pour financer sainement l'entreprise qui travaille dans des conditions idoines pour rembourser. Face à la presse, l'expert en audit bancaire est formel. Au soir de cette pandémie, il faudrait repenser autrement l'économie. La crise sanitaire actuelle est un appel divin à repenser nos économies et à nous tourner davantage vers l'intérieur. Et il faut donc que tous ceux qui ne parviennent pas à rembourser leur crédit viennent à nous. Le système bancaire lui-même doit comprendre qu'il doit se mettre à disposition de ces clients qui sont en difficulté pour qu'ensemble on trouve la solution idoine qui arrange tout le monde, que les banques ne ferment pas et que les entreprises ne ferment pas et que les épargnes soient reconstituées. Cette conférence de presse servait également de cadre au lancement de la campagne d'information et de formation à la pratique de l'audit bancaire. Ainsi, des visites aux entreprises en difficulté pour capaciter leurs managers sont prévues. Leur objectif, participer au redressement de ces unités de création de richesse. Une date à retenir dans cette actualité de la croisade contre la pandémie. Lundi 1er juin, vous le savez, dans 6 jours, il y a rentrée scolaire spéciale et inédite à travers le territoire national. Après plus de 2 mois de trêve forcée, les élèves du primaire et du secondaire vont reprendre les enseignements en présentiel. Les 2 ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires assurent le dispositif anti-Covid-19 est maintenant déployé pour des écoles sans risque. Les constats à Yaoundé, Barbara Padjama. Lycée bilingue de Yaoundé. Le kit anti-Covid-19 a pris les devants pour accueillir les élèves en toute sécurité. On a le mot flash chacun va passer sous le confort. Envoyés depuis le 17 mars dernier à cause de la pandémie, les élèves vont regagner les salles de classe dès le lundi prochain. Ce premier jour d'école concerne uniquement les écoliers du cours moyen 2, classe X, et les candidats du DC A-Level et du baccalauréat. Première chose, nous avons un protocole dans certaines procédures que nous avons mis en place pour le lundi. Les écoles sont dotées de points d'eau pour que les élèves se lavent les mains autant que possible. Les établissements de tout le pays, à l'image de ce lycée, seront équipés du nécessaire hygiénique pour garantir la sécurité sanitaire des enfants. Nos enseignants et les élèves auront des masques gratuitement. Ça fait que les enfants ont de quoi se désinfecter
Ils ont leurs masques, les enseignants également. Nous avons pris toutes les dispositions. Les emplois de temps ont été répartis. Dispositif spécial pour une rentrée spéciale. Le contrôle de la température se fera dès l'entrée. Les salles de classe ne devront contenir que 24 élèves ou candidats. Non stress pour les parents anxieux. Toute la chaîne est préparée. Les parents devraient aussi savoir qu'ils doivent apprêter le goûter pour les enfants parce que les cantines seront fermées. Pour renforcer la protection, les écoles se désinfectent sur tout le territoire. L'approvisionnement en eau ne pourra tarir grâce aux réserves anticipées. De quoi rassurer. Campagne d'hygiène, désinfection, distanciation sociale. Allons donc voir concrètement sur le terrain, dans les écoles, les mesures envisagées à travers le Cameroun pour éviter la propagation du virus parmi nos élèves. Quel protocole sanitaire pour quelle sécurité à l'école? Question ce soir à Franck Evna. Des hygiénistes à l'assaut du virus. Désinfectés à coups de pulvérisateur pour qu'à la reprise des classes, il n'y ait de place pour le Covid-19. Nous avons acheté nos propres machines et nos produits aussi. Donc, les experts sont en train de bien former nos propres personnels. Le produit peut durer environ 7 jours. Mais pour éviter certains doutes, on a programmé de faire chaque 2 ou 3 jours. Le lycée bilingue d'application de Yaoundé s'est aussi inscrit à l'école du lavage des mains. Les points pour le faire sont d'ailleurs à portée de main. Une dizaine de bonbonnes d'eau avec savon disséminées à travers l'établissement. Avec les thermoflash acquis, les températures suspectes seront détectées dès l'entrée. Pour ce qui est de la distanciation physique, nouvelle disposition dans les salles de classe pour les 1200 élèves attendus ici dès lundi. Pour chaque salle de classe, 24 élèves. L'élève, par exemple, qui a le numéro 01, il va s'asseoir ici, de ce côté, à côté de la fenêtre. L'élève 02 sera ici. L'élève 03 sera de l'autre côté. Mesures similaires dans le primaire, à rentrée spéciale, disposition spéciale. Il va surtout falloir réajuster les programmes pour rattraper le retard. J'attends un effectif de 52 élèves. Par rapport aux leçons qu'ils ont perdues, nous allons nous organiser à les rattraper en faisant uniquement les travaux dirigés. Il y aura la possibilité d'avoir par exemple en Form 5 7 ou 8 classes de maths à la fois. Donc ces enseignants sont en train maintenant de prendre les dispositions pour maîtriser les différentes leçons parce que les leçons qui se passent dans une classe doivent être les mêmes dans l'autre. Des réajustements pour rassurer parents et élèves, l'année scolaire n'est pas perdue. À travers les 10 régions, donc, des dispositifs identiques sont en cours de déploiement. À l'Est, les établissements scolaires achèvent leurs toilettes et on constate déjà bien en vue du matériel de prévention contre le Covid-19 à l'entrée des salles de classe. Confirmation à Berthois, Denis Amand. Au lycée bilingue de Berthois, les 2535 candidats aux examens, sous système francophone et anglophone, seront repartis dans 69 salles de classe. Ici, la mi-temps sera opérationnelle pour que le quota de 24 élèves par salle soit respecté. Nous sommes en train de refaire les bancs qui sont cassés et rendre le campus très propre. Et nous avons aussi fait les affiches. Même ambiance au collège bilingue Terrestra, où une réunion a rassemblé la communauté éducative afin de peaufiner les contours de cette rentrée. La lutte contre la propagation du Covid-19 occupe une place de choix dans les échanges. Nous avons reçu 45 seaux pour le lavage des mains, et des cartons de savon, des cartons d'eau de javel, des masques. Les tout-petits ne sont pas en reste. Coups de balai et de serpillère et surtout effectifs réduits dans les salles de classe. Nous avons 87 élèves au cours moyen 2. Nous allons donc éclater le cours moyen 2 en 4 groupes. Donc nous aurons 4 classes du cours moyen 2 pour un effectif d'environ 22 pour faciliter le travail. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu à Berthois lundi prochain et l'heure est au dernier réglage pour que l'école ne soit pas la porte de propagation du coronavirus.
Parlons politique à présent avec les 30 ans du SDF, le Social Democratic Front. Né en 90 au cœur même des années dites de braise au Cameroun, le parti sort des fonds baptismaux avec le retour de la démocratie et du multipartisme au Cameroun. Allons ce soir au berceau du parti à Bamenda. Là-bas, citoyens et militants apprécient différemment le parcours et les choix politiques du SDF. Regard croisé, c'est dans ce reportage de Augustin Guizana à Bamenda. Depuis 4 ans maintenant, l'anniversaire du Social Democratic Front, parti politique créé le 26 mai 1990 à Bamenda, passe sans tambour ni trompette. Les officiels du SDF disent avoir suspendu les manifestations publiques du fait de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pourtant, en 30 ans, le SDF a été d'un important rôle dans l'animation de l'arène politique, mais aussi dans la construction de la bonne gouvernance aux yeux de certains citoyens. Ils sont forcés, le gouvernement, de voir tous les gens qui mangent l'argent, ils prennent. Il y a les gens qui prennent même, comme le japonais, qui prennent le chantier comme ça. Là. Il a quand même amené les démocraties, parce que c'était le premier avant de voir les autres qui venaient après. Il a quand même fait sa part. Seulement voilà, une catégorie de citoyens estime qu'au fil des temps, le Social Democratic Front s'est écarté de sa vision politique, à savoir la promotion d'une société de justice, comme l'indiquent l'effigie du parti représenté par une balance. Certains vont même jusqu'à indiquer que les textes du SDF s'appliquent à tête chercheuse, notamment en ce qui concerne l'article 8.2. C'est un article que le parti fonctionne avec, mais les membres souvent n'ont pas avec cet article. Kabangwala édite à propos de professeur Songwani. Le SDF a également perdu sa crédibilité, à en croire certains habitants du chef-lieu de la région du Nord-Ouest, avec la survenue de la crise sociopolitique dans cette partie du Cameroun. Quand on cause maintenant, je ne sais pas, SDF va encore de lendemain venir pour contester, ou bien il est parti pour ne plus revenir. Il n'en est rien, rétorque Evaristus John, le coordonnateur régional du Social Democratic Front dans le Nord-Ouest. C'est donc dans ce débat que le SDF, fondé en 1990 et dont le chairman Eni John Frundi depuis lors, poursuit sa marche. L'autre vivier des partisans du SDF a longtemps été la région de l'Ouest. En ce jour anniversaire, les communes conquises par le Social Democratic Front aux dernières municipales ont marqué l'événement à travers des réflexions sur le bilan et les perspectives de leur parti. Retrouvons à Bafoussam 1er, Laurent Chissoukbe. Une 30e bougie soufflait dans les cœurs. Les militants et militantes du Social Democratic Front dans la région de l'Ouest n'ont pas pu se rassembler comme d'habitude pour un meeting anniversaire à cause du coronavirus. Néanmoins, au chapitre du bilan, durant ces 30 années de parcours, le parti donne quand même à voir. Depuis les 30 ans, nous, on a pris la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er depuis 2007 à 2013. Nous avons pu faire 12 ponts, 22 salles de classe, 3 centres de santé. Nous avions électrifié 4 quartiers de notre arrondissement. Nous avons mis des points d'eau avec panneaux solaires. Un premier mandat achevé et voici un deuxième qui commence. Pour le maire de la commune de Bafoussam 1er, le SDF, depuis sa création le 26 mai 1990, a toujours fait bonne figure aux élections législatives et municipales à l'Ouest. Pendant les 30 années que nous avons eu un député, nous avons eu un mandat à la commune d'arrondissement Bafoussam 1er 2007-2013 et nous venons de prendre un deuxième mandat qui va, si les choses se passent très bien. Le parti est né et grandit chaque jour qui passe. Au-delà de Bafoussam 1er, plusieurs autres communes ont vu passer le SDF à l'Ouest, une région où les enjeux politiques sont souvent très relevés.
À l'Assemblée nationale, on prépare la deuxième session ordinaire de l'année législative. Ce sera le 10 juin, dans 2 semaines. En prélude de ce mardi, donc, les cadres de la Chambre basse du Parlement ont entamé une session de formation sur la modernisation de l'administration parlementaire. Ce séminaire de 10 jours était ouvert par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton. Mathieu Kemgo. Laissant leur bureau, les personnels administratifs de l'Assemblée nationale ont pris la place des députés à l'hémicycle le temps du lancement du programme de formation qui leur est destiné. Ils sont 154 au profil divers. Leur attention sera focalisée pendant 10 jours sur les 4 modules choisis pour l'efficacité et la modernisation de l'administration parlementaire. Avec l'appropriation du règlement intérieur, qui est la clé de notre organisation, la mise en exergue des règles de déontologie et d'éthique, qui sont fondamentales dans une institution qui a une vocation à la fois politique et administrative, et évidemment les éléments techniques qui sont liés à la rédaction des rapports, la prise de notes et les techniques de recherche en matière de droit comparé qui sont l'essence même du travail parlementaire. À l'ouverture de la formation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cette initiative au regard des défis qui incombent à cette chambre du Parlement. Une formation de qualité qui colle aux besoins réels de l'Assemblée nationale et à son environnement qui influence le travail parlementaire est une véritable nécessité. D'autant plus que l'évolution du monde, les nombreux défis qui l'accompagnent et les mutations impliquées placent l'institution parlementaire au cœur de la régulation sociale, de la régulation économique, de la régulation politique. La formation est assurée par des hommes choisis pour leur expertise dans les domaines concernés. Le professeur Lekene Donfak, membre du Conseil constitutionnel, le professeur Samuel Efouan-Bozor, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, le professeur Aboya Manassé Ndon, politologue, et Antoine Ndongtou, administrateur civil principal hors échelle. Cette initiative est le début de la mise en œuvre de la feuille de route confiée par le président de l'Assemblée nationale au tout nouveau secrétaire général de l'Auguste Chambre, Gaston Komba. Continuons d'examiner dans le journal ce soir les perspectives ouvertes par la signature du contrat du projet de construction de 14 postes de péage automatique sur certains axes bitumés au Cameroun. Focus ce soir dans le journal sur le contenu même de ce texte. Il va couvrir la période 2021-2039 avec, nous dit-on, de substantiels revenus pour l'État. Rodrigue Bertrand-Tchénou pour les précisions. Riche de 67 articles, le contrat du projet d'automatisation de 14 postes de péage confie aux partenaires privés la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation et la maintenance des 14 postes. Les sites d'installation de ces postes sont Bankomo, Tiko, Banga, Manjo, Boumniebel, Edeya, Simalen, Komtou, Bafia, Bayangam, Fumbot, Banja, Matazem et Chang. Le contrat détaille par le menu les spécificités techniques des postes. Le tarif actuel, 500 francs CFA, est maintenu. Les investissements initiaux sont de l'ordre de 28,94 milliards de francs CFA. Les recettes générées partiront de 7 milliards de francs CFA la première année pour atteindre 53,89 milliards en 2039. La durée est fixée en fonction du coût de l'investissement, en fonction des charges qui sont à supporter par le partenaire privé, mais également en fonction des recettes qui sont recouvrées périodiquement. Les retombées nettes pour l'État partiront de 5,482 milliards la première année à 48,995 milliards en 2039 à la fin du contrat. L'État a fait une bonne affaire. La rigueur qui a été mise dans ce processus est telle qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons pu optimiser
toutes les variables qui vont donc nous permettre de maximiser la collecte dans le cadre de cette modernisation des postes de péage dans notre pays. Les infrastructures à construire feront vite oublier l'image archaïque des péages actuels. Les bonnes nouvelles du CRASER avec 2 autres naissances ce mardi. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a accueilli les mamans âgées respectivement de 31 et de 32 ans. Dans le reportage qui va suivre, elles disent leur gratitude à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, et à l'équipe médicale que conduit le professeur Jean-Marie Kassia. William Badier. Au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine CRASER, c'est une joie débordante qui anime pour la 2e fois ce couple qui accueille à son sein une fillette de 2 kg 800 grammes. C'est l'histoire originale d'un couple dont le mari est belge et la femme camerounaise. Après avoir recherché mais en vain le miracle de la procréation dans les hôpitaux occidentaux, c'est au CRASER qu'ils trouvent enfin le bonheur tant recherché. Les mots de gratitude de la jeune maman vont à l'endroit de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Beaucoup de médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas concevoir de manière naturelle. C'est un vrai miracle. Je prie pour que cet hôpital ait une longue vie et je remercie beaucoup l'initiative de cet hôpital qui est faite grâce à la première dame aussi, qui nous permet justement d'avoir un espoir en plus dans nos familles. Pour le professeur Jean-Marie Kassia, le fait que ce couple sollicite pour la 2e fois l'expertise médicale du CRASER est une reconnaissance internationale. Elle a fait confiance à l'équipe et que l'équipe a aussi travaillé normalement pour avoir ce type de résultat. Je crois que c'est une fierté pour l'équipe du CRASER et je pense que ça nous amène encore plus à redoubler d'efforts pour essayer de résoudre les problèmes les plus compliqués. Le mari, quant à lui, apprécie la qualité du plateau technique du CRASER et témoigne sa reconnaissance infinie à Madame Chantal Biya, première dame camerounaise. Merci au président et à son épouse pour tout ce qu'ils font aussi pour le peuple camerounais, ici au sein de l'hôpital. À côté du couple belge, une jeune Camerounaise âgée de 31 ans a elle aussi donné naissance à une fillette de 2 kg 450 grammes. Maman et enfant se portent bien. D'autres messages de félicitations qui continuent de nous parvenir. Des félicitations adressées au président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun le 20 mai 2020 et félicitations reçues de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui écrit « Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, je vous adresse mes félicitations et vous présente mes vœux les meilleurs pour la prospérité du peuple camerounais. Je me félicite de l'excellente coopération entre nos 2 pays et vous assure de ma ferme détermination à œuvrer avec votre Excellence en vue de la consolider et de dégager les perspectives promoteuses qu'offre le partenariat maroco-camerounais au service de nos 2 peuples et du développement de notre continent. En vous adressant mes vœux de santé et de bonheur, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Ce télégramme est donc signé par Mohamed VI, le roi du Maroc. D'autres télégrammes sont également parvenus ici à notre rédaction, celui de son Excellence Fayez Mustafa Essa Raj, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale en Libye, celui de son Excellence la très honorable Julie Payette, la gouverneure générale du Canada et enfin le message de félicitations de son Excellence Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de la francophonie, qui écrit « Monsieur le Président de la République, la fête nationale de votre pays s'inscrit cette année dans un contexte de crise sanitaire sans précédent créé par le Covid-19
Et dans ces circonstances, je ne peux que vous souhaiter, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Cameroun, une sortie rapide de cette situation qui frappe toutes nos populations et bouleverse nos modes de vie. Je forme le vœu d'un retour à la normale afin que nous puissions approfondir encore les relations entre votre pays et la francophonie et faire avancer la solidarité et la paix dans l'espace francophone et dans le monde. Et cela se poursuit ainsi. Je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République maintenant, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son homologue Salomé Zourabichvili, la présidente de Géorgie, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 26 mai 2020. Dans la suite du journal, l'Agence de régulation des télécommunications qui tenait un atelier hier lundi ici à Yaoundé, atelier pour asseoir la maîtrise du nouveau cadre juridique des établissements publics conformément au décret de 2019 sur le cadre organique et managérial de l'ART. La synthèse de ces travaux, Étienne Pascal Azeg. Le cadre de réflexion organisé à Yaoundé par l'Agence de régulation des télécommunications vise à renforcer son système de gouvernance. Nous avons pensé qu'il était pertinent et même indispensable d'organiser un tel atelier, qui est un atelier d'appropriation des textes régissant le secteur de la communication, surtout l'administration des entreprises publiques et des établissements publics, qui imposent un certain nombre de règles en matière de management, en matière de gouvernance. Au cours des échanges animés par des experts à la compétence et à l'expérience avérée, les administrateurs et le personnel de l'ART, qu'entoure le directeur général et la présidente du conseil d'administration, sont édifiés sur les aspects juridiques. La loi de 2017 régissant les établissements publics est un texte cardinal. Il faut aussi évidemment tenir compte d'un certain nombre de décrets. D'abord des décrets qui sont relatifs à l'organisation spécifique de l'ART, avec le souci que les organes de gestion de cet établissement public gèrent celui-ci en respectant le cadre juridique de manière à limiter les conflits qui peuvent survenir entre eux. Les défis de l'amélioration de la performance à l'ART sont dévoilés par le docteur Ngambo Pierre. Pour pouvoir améliorer la performance, le premier défi, c'est le défi du professionnalisme. L'ART a vocation de travailler avec les autres acteurs dans sa propre structure. La gouvernance et le management sont les deux derniers thèmes décryptés par les experts au cours de cet atelier de 2 jours qui consacre la première sortie officielle du professeur Justine Difo après sa nomination comme présidente du conseil d'administration à l'Agence de régulation des télécommunications par décret présidentiel le 30 avril dernier. Revenons à la préoccupation de l'heure, la riposte contre le Covid-19. Nous allons immédiatement faire le point au Centre des opérations d'urgence de santé publique et selon les informations recueillies après le point de presse de ce mardi soir, des chiffres continuent de grimper sur le tableau de bord de la contamination. Le Cameroun a franchi, on vous le disait dans ce journal, la barre des 5000 cas confirmés, des guérisons également, heureusement, avec 79 nouvelles personnes guéries ces dernières 24 heures. Pour d'autres nouvelles et le bilan quotidien, nous retrouvons Évariste Eyenga au poste QG de Messa. Et votre expert à vous-même, Évariste, bonsoir. Quelles autres nouvelles? Bonsoir Adèle, les dernières évolutions de la pandémie indiquent 318 nouveaux cas confirmés. Il s'agit là d'un résultat partiel de l'ordre de 50%, car en réalité, c'est le résultat, c'est la copie rendue de 5 laboratoires sur les 10 que compte le territoire national. Tout compte fait, après les 318 nouveaux cas, le Cameroun figure désormais à la 7e place des pays les plus affectés en Afrique, avec 5118 personnes touchées par cette pandémie. Il y a eu d'autres chiffres, 79 guérisons,
4 décès et 28 personnes placées sous thérapie d'oxygène. Lumière ce soir sur la possibilité de faciliter les dépistages, la multiplication des différents postes et points. C'est cela en compagnie du docteur Abba Aristide. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes médecin et chef de la section opération riposte contre la Covid-19. Dites docteur, plusieurs usagers disent que les points de dépistage sont soit introuvables, soit difficiles d'accès à travers le numéro vers le 1510. Qu'est-ce que l'on fait pour faciliter l'accès à ces postes de dépistage? Eh bien, Évariste, peut-être ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que nous entrons dans une nouvelle phase dans laquelle le dispositif de réponse va également se diversifier. Au départ, toutes les stratégies que nous avions mises en place visaient à réduire la demande, donc faire tout pour que les gens ne tombent pas malades, qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. La phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la phase d'augmentation ou d'expansion de l'offre de soins. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui vont arriver. Par exemple, la multiplication des sites de dépistage, des sites de retrait des examens, la vulgarisation de l'utilisation des tests diagnostiques rapides, l'augmentation de la capacité en termes de lits et tout un ensemble d'innovations qui vont arriver à partir de demain, après une réunion stratégique que le ministre de la Santé publique tiendra avec les hauts cadres du ministère de la Santé. Alors, dites en attendant, est-ce que la limitation ou alors la mise à disposition par petit jet des tests de dépistage ne contribue pas à faire gagner le terrain au virus? Non, comme je vous l'ai dit, Évariste, en fait, tout va changer. Il est question pour nous, les instructions sont fermes, de ne plus attendre que les malades viennent vers nous, mais de faire en sorte que nous soyons capables d'aller chercher les malades où qu'ils se trouvent. Donc, il y aura un maillage complet et global pour faire en sorte que le plus petit des Camerounais puisse avoir accès aux soins. Merci docteur. Cet entretien vient de s'achever. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura donc multiplication des sites de dépistage selon certaines indiscrétions. Le palais polyvalent des sports, Esplanade, sera le site dédié au dépistage sans doute de tous les personnels des différentes administrations alentours. Il y aura d'autres points, mais il faut attendre les prochaines 48 heures. À vous. Merci Évariste, merci au docteur Stéphane Aristide Abba pour toutes ces précisions, messieurs. Mais dans cette phase d'extension des soins que vous annoncez, il reste une catégorie de malades qui retient encore l'attention dans les procédures de prise en charge. Ce sont bien ceux en attente des résultats des tests et on espère qu'avec cette accélération des tests, les résultats vont suivre. Ceux-là qui font pourtant déjà la maladie et ne sont pas acceptés dans les formations hospitalières parce qu'ils ne possèdent pas en main les résultats positifs de leurs tests. Comment sont-ils donc gérés? Question ce soir à Irène Njanafouda. Que certaines personnes ressentent qui les poussent à procéder au test de dépistage. Et c'est le résultat positif de celui-ci qui leur confère le statut de malade du coronavirus. Mais ceux qui brûlent les étapes et qui se sentent mal dans leur peau ont du mal à accéder aux soins dans les hôpitaux ordinaires. Un patient qui présente les symptômes évocateurs du coronavirus est défini comme un cas suspect. Donc ces patients ne peuvent pas être admis à l'intérieur des hôpitaux qui ne prennent pas en charge les cas positifs. L'attente des résultats est si longue et n'étant toujours pas fixée sur leur sort, plusieurs patients présentant pourtant des signes suspects de la maladie se trouvent face à une impasse. Le résultat du test de dépistage qui fait défaut obstrue les voies d'admission dans les hôpitaux agréés pour la prise en charge des malades du coronavirus. C'est l'une des conditions qui a été donnée déjà par la haute hiérarchie, où les centres de prise en charge ne peuvent admettre que les patients qui viennent avec un résultat prouvant qu'ils sont testés positifs au coronavirus. Si un patient vient et qu'il est suspect de Covid, nous ne pouvons pas le mettre avec les patients Covid positifs tant que nous n'avons pas les résultats. Sur le terrain, des cas symptomatiques sont refoulés des hôpitaux non agréés, tout comme d'aucuns, pour défaut de présentation du test positif, sont exclus du circuit officiel de la prise en charge des malades du coronavirus. La gestion de ces cas suscite moult interrogations à propos desquelles le personnel médical trouve à dire. Il a été recommandé à ces hôpitaux de mettre à disposition
un espace de triage où ils peuvent isoler les cas suspects qui attendent encore leurs résultats. À défaut, également dans les centres de prise en charge, pour la plupart, ils disposent d'unités d'isolement pour les cas suspects. Les patients qui arrivent, présentant les symptômes, qui ont déjà fait leur test, sont soit attendent dans les sites d'isolement qui se retrouvent au niveau des hôpitaux ordinaires, ou alors ils sont référés vers les centres de prise en charge où il y a un espace qui leur est dédié. Le test de dépistage confirmant la présence du Covid-19 apparaît donc comme le carnet du malade apte à occuper un lit d'hospitalisation. Les malades dérogeant à cette règle souffrent que le personnel soignant reste insensible à leur navette interhospitalière. Des cas suspects donc, c'est le cas par exemple des 5 personnes qui sont en attente de résultats dans la localité de Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, des cas suspects et non des cas de maladie, correctif à notre nouvelle d'hier soir. Le programme des Nations Unies pour le développement et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés sont main dans la main aux côtés des pensionnaires des prisons centrales et principales de Yaoundé-Kondengui pour un don de matériel. Il s'agit des pulvérisateurs, des thermoflash et autres produits d'hygiène. Étienne Pascal Azeg. Le milieu carcéral, bien que clos, n'est pas épargné par la pandémie du coronavirus. Le kit sanitaire remis par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés aux régisseurs des prisons principales et centrales de Yaoundé est salvateur pour les 3165 détenus et les 474 personnels qui s'y côtoient au quotidien. Ce don s'inscrit dans le prolongement des mesures de remise de peine et de commutation de peine prises par le chef de l'État et vient compléter les mesures spécifiques de protection des prisonniers qui ont été prises par l'administration pénitentiaire. Le don du programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires est constitué du matériel de lutte contre le Covid-19. L'arsenal de riposte à la menace du virus invisible est reçu à cœur joie par l'administration pénitentiaire du centre. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir ce matériel dans la mesure où il contribuera à diminuer ou à minimiser la propagation de la Covid-19 dans nos établissements pénitentiaires. Le jeudi 28 mai prochain, le même élan de générosité sera perpétré à la prison principale de Mbalmayo. Dans la région du Sud, un autre don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, fait monter la lutte contre la propagation du Covid-19 d'un cran supplémentaire. 20 000 masques de protection viennent ainsi d'être réceptionnés par le gouverneur Félix Ngelengele et par les préfets des 4 départements que compte cette région à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Retrouvons au sud Ghislaine Alene. À date, la région du Sud est entrée au 3e stage de la pandémie. 150 cas confirmés de Covid-19 sont actuellement pris en charge, pendant que 97 autres sont en attente des résultats. Ces chiffres ont été rendus publics par le délégué régional de la santé publique du Sud au cours de la cérémonie de remise des masques de protection aux 4 préfets de la région du Sud. Preuve de l'avancée inexorable de la pandémie Covid-19. Vu le contexte, les 20 000 masques offerts par le président de la République aux populations de la région du Sud valent leur pesant d'or. Le chef de l'État lui-même, le 19 mai, l'a rappelé et surtout il a souligné l'importance du port du masque, le caractère obligatoire du port du masque dans l'ensemble du pays. Et que nous recevions 20 000 masques, cela va permettre au moins aux couches les plus vulnérables d'avoir accès à cet élément de protection individuelle. Les masques reçus par les 4 préfets de la région du Sud seront distribués en priorité sur les lieux à grande fréquentation, à l'instar des marchés. Les responsables, quant à eux, devront désormais jouer des coudes pour davantage implémenter le port obligatoire du masque qui, il faut le rappeler, est une mesure efficace pour réduire les risques de transmission du coronavirus.
Dans la Damawa, le département du Mayo-Bagno est mobilisé pour demeurer Covid-19 free. L'élite locale, sous la houlette du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, vient en effet d'offrir un important don de matériel de lutte contre la pandémie. La cérémonie de remise de dons, c'est dans ce reportage de Rigobert Chimisso à Bagno. Des cartons de savon, des seaux à robinet, des gels hydroalcooliques, des thermoflash, des pulvérisateurs et des cache-nez pour briser la chaîne de propagation ou de contamination au Covid-19. Voilà en substance le don des élites du Mayo-Bagno sous l'impulsion de Mohamedou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, à leur population. C'est une grande fierté pour nous de savoir que nos frères, nos sœurs sont soucieux du problème de cette pandémie. Ces gestes qu'ils ont posés aujourd'hui, s'il faut le commenter, c'est un geste humanitaire. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de savoir que l'élite s'est mobilisée comme un seul homme et a répondu à cette action sociale. La lutte contre la pandémie, c'est une lutte qui nous concerne tous. Lors de la remise symbolique au préfet du dit département, Charles Ngal, le représentant des élites du département s'est voulu clair quant aux principaux bénéficiaires en les appelant à l'observation continue des mesures barrières. Le ministre Moustapha a un amour tout particulier pour l'ensemble de ce département. Il voudrait donc à travers ces gestes les inviter à plus de vigilance. Une recommandation que devront mettre en œuvre les sous-préfets des 3 arrondissements que compte le Mayo-Bagno, dont Bankim, Mayo-Dalé et Bagno, chargés d'acheminer à leur tour cette donation des élites. Et qui sait, demain peut-être sans la pandémie, on continue de préparer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le ministère du Tourisme et des Loisirs vient ainsi de réceptionner un hôtel 4 étoiles à Garoua. Réception provisoire sur l'un des sites retenus pour cet événement sportif continental. La réception de cette infrastructure d'environ 6 milliards est racontée par Ariane Conan de CR TV Nord. C'est un hôtel évalué à environ 6 milliards 500 millions de francs CFA d'une capacité de 70 chambres. Il est situé au quartier plateau de la ville de Garoua. L'imposant bâtiment compte parmi les infrastructures hôtelières prévues pour la CAN et dont une partie de la compétition va se dérouler à Garoua. En recevant provisoirement ce joyau architectural, le maître d'ouvrage se dit satisfait de la qualité des travaux exécutés après le tour d'horizon effectué. C'est un marché global qui concerne en même temps les infrastructures hôtelières et les infrastructures sportives. L'ouvrage est déjà terminé. Nous avons ensemble fait le tour du site, la qualité, les niveaux des travaux qui ont été exécutés ici. Il n'y a rien à dire. Tout est fait de la plus belle manière. Les travaux de cette bâtisse qui rehausse l'éclat de la ville sont réalisés par l'entreprise portugaise Mota Endil Africa. Après le respect du cahier de charge, place maintenant à quelques finitions, notamment le raccord des axes autour de l'hôtel, la fourniture énergétique et en eau potable, la connexion à la fibre optique et un nom de baptême. La fin du 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Elvire Nina Galim et de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne. Ce sera à minuit une présentation de Elvis Teke et de Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Olivier King et Molly. Nous allons sur les rives du Vouri à Douala pour le magazine Par ici, le débat économique. Très belle soirée sur la CR TV. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, 20h30.
CRTV News, ici, toute l'info.